Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Sin Eden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. En tant que sexologue-sexothérapeute, je suis amenée à former des professionnels de santé sur les sexualités alternatives, les paraphilies et les thèmes du BDSMK. Ces professionnels se questionnent sur l'évolution des sexualités et par conséquent souhaitent comprendre et s'armer d'outils pour mieux recevoir et accompagner sans jugement les personnes concernées si demande il y a. Néanmoins, je reçois encore de nombreux patients-patientes traumatisés par la manière dont ils ont été reçus par ces professionnels qui pathologisent systématiquement et constamment ces pratiques sexuelles consenties et contractuelles qui utilisent parfois la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique ou bien la mise en scène de divers fantasmes sexuels. C'est pourquoi Antoine, psychologue qui s'intéresse aux univers BDSMK, a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions pour nous éclairer sur le sujet. Antoine, je suis ravie de t'avoir sur ma chaîne. Pour que l'on puisse mieux comprendre l'intérêt de ce sujet, de ce podcast, je te laisse te présenter. Ravi également. Alors, je suis Antoine Nobilet, je suis psychologue au fin fond de la Bretagne, à Lannion. Je travaille en tant que thérapeute auprès des personnes et je fais de la supervision et de l'analyse de pratique auprès de professionnels sur différents sujets, que ce soit des gestions d'équipe, des différents troubles ou tout simplement, en l'occurrence, la sexualité ou le BDSMK. Normalement, si vous écoutez cette chaîne de podcast Sin Eden Sublime, vous devez connaître l'acronyme BDSMK. Mais je vais te laisser Antoine les redéfinir pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc voilà, BDSMK pour bondage, domination, soumission, sadomasochisme et kink, notamment en intégrant le cas de kink pour englober les fétichismes, l'ensemble des pratiques un petit peu en dehors du champ classique de la sexualité et d'être le plus inclusif possible. Pas simplement se fermer aux 4 premières lettres un petit peu classiques. Tu as un compte à Instagram qui justement parle de ces sexualités alternatives, du BDSMK. Comment tu te positionnes en tant qu'individu dans ta vie personnelle avec ce compte, mais aussi dans ta vie de psy ? Alors ce compte, à la base, c'était un compte perso parce que c'est un sujet qui m'intéresse et c'est un milieu dans lequel je baigne aussi. Donc c'était à la base un compte perso. Et plus ça a été, plus je me suis rendu compte de problématiques que je voyais ici et là, de propos qui étaient compliqués à accepter et d'ignorance ou d'erreurs communément partagées. Donc j'ai commencé à faire de la pédagogie en mode moralisateur un peu au début en Batman d'Instagram. Et plus ça a été, plus c'est devenu un compte pédagogique et un compte de réflexion autour des pratiques BDSMK. Jusqu'au point où aujourd'hui le nom du compte c'est Psy du Kink et voilà, c'est officiellement un compte dédié à la pédagogie autour de ces pratiques. Alors ce n'est pas anodin pour un psy de s'ouvrir à ces questions-là. En tant que sexothérapeute, je reçois régulièrement des profils m'indiquant avoir été mis de côté, avoir été rejetés par la psy parce que ces thématiques leur semblaient anormales, bousculantes. Donc je trouve ça hyper important d'avoir des profils comme le tien, prêts à accueillir, à recevoir ces personnes-là. Tu souhaites rajouter autre chose à ce propos ? Oui, en fait, sur la formation en psychologie, on est relativement peu formé sur les questions de sexologie au sens large du terme. On va avoir quelques éléments sur les paraphilies, mais souvent un peu dépassés, malheureusement. Est très très culpabilisatrice et très très
stigmatisante, alors que sur les différents travaux qui sortent aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus inclusif. Donc on se retrouve avec beaucoup de psychologues qui sont pas formés à ça du tout. Et quand ils se retrouvent avec une patientèle qui met ce sujet sur la table, comme sur n'importe quel sujet d'ailleurs, on va venir s'exposer en tant que psy. On se sent tout de suite en prise avec ce qui se passe. Et si on n'a pas fait ce travail sur soi, ou si on n'est pas au clair complètement avec sa sexualité, avec les dynamiques dans lesquelles on est, et tout de suite, soit on se met en défense on veut pas aborder ce sujet-là. Oh là là, je suis pas prêt, je suis pas armé, je suis pas informé. Donc la personne en face dit oh là là, c'est tellement grave qu'ils sont pas formés à ça. C'est difficile à entendre. Soit on est sur des psychologues qui sont un peu presque à l'ancienne, avec des guillemets sur à l'ancienne, mais c'est une perversion, hein, ce n'est pas fait pour procréer, donc c'est mal. Un peu freudien, viennois du 19e siècle. Et là, du coup, on dit c'est pas très bien, et donc les personnes se braquent aussi, se ferment et ne peuvent pas l'aborder, vont ne plus voir ce psychologue-là puisque la confiance leur a été effritée sur ce sujet-là. Alors ce que tu dis là me fait penser à cette injonction qui dit que toutes les sexualités qui sortent des normes sont synonymes de déviance, de perversion, qu'il n'y a rien de normal à ça. Qu'est-ce que toi tu en dis ? En fait, j'aime bien revenir à une espèce de définition de ce qu'on va parler de pathologie ou revenir aux bases, de dire une pathologie, c'est ce qui va entraîner de la souffrance ou ce qui va entraîner de l'isolement par rapport au groupe ou par rapport à la société. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, si on a une sexualité qui ne nous fait pas du mal, qui ne nous détruit pas et qui ne fait pas de mal aux gens et qui ne détruit personne, c'est cool, tout va bien. Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. Après, évidemment qu'on se compare tout le temps et qu'on se stresse par rapport à ça, mais de base, s'il n'y a pas de souffrance, si votre sexualité vous apporte du plaisir et de l'épanouissement, et que ça ne blesse personne et que tout le monde est heureux et consentant, tout va bien. Vous êtes en bon état. C'est cool. Continuez. Si par contre, ça vous culpabilise, si vous vous sentez mal avec ça, si vous n'arrivez pas à gérer vos pulsions, si ça vous met en danger, là par contre, il y a des sujets qu'il faut pouvoir aborder avec un thérapeute et alors je dis un thérapeute, un psychologue, une psychologue. Dans ton travail, tu accompagnes aussi des adolescents, adolescentes. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui montrent un penchant pour ces pratiques BDSMK et puis aussi aux parents qui se questionnent et s'inquiètent peut-être sur celles-ci? Alors, j'essaie toujours de travailler à la fois la confiance et envers le patient ou la patiente et envers les parents. Donc, le plus important étant la confiance du patient. Donc, on va pouvoir aborder ces sujets-là. Dans un premier temps, on va essayer de poser un certain nombre de choses. En parallèle, donc, dès qu'on va parler de sexualité au sens large du terme, je vais quand même aller checker auprès des parents en disant, dans là où les séances qui vont venir, on va probablement aborder les questions de la sexualité. Est-ce que c'est OK, sans rentrer dans le détail? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être compliqué parce que si il y a un blocage clair et net de la part des parents et que ça nous met en porte-à-faux et que du coup ça arrête la relation thérapeutique parce qu'ils n'amèneront plus leur adolescent, plus leur enfant, ça va être problématique. Donc il faut gérer cette partie-là. Après, ce qui s'aborde avec les adolescents, il faut toujours réfléchir à la manière dont ça se passe, à qu'est-ce que la personne vient poser sur la table comme sujet. Se poser la question de est-ce que on est dans des pratiques ou dans des fantasmes qui sont non pas forcément liés à des envies profondes, mais sur le fait de tester son identité, de tester les parents, de tester la société, de tester le cadre, d'aller vers des pratiques qui vont être provocatrices pour voir un peu, explorer, ce qui peut être chouette aussi, mais qui peut être aussi des mises en danger. On va être parfois dans des pratiques ordaliques. Alors les pratiques ordaliques, c'est ce qu'on va
C'est tout ce qui va être se mettre en danger, en fait, schématiquement, hein. Je simplifie un peu, mais ça va aller de se scarifier à consommer des drogues ou faire certains sports extrêmes qu'on pourrait considérer comme des pratiques ordaliques, par exemple. Donc là, on va se poser la question de bon, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que la personne essaie de vérifier, de voir, et pourquoi elle se met en danger, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, et de montrer que c'est pas forcément nécessaire ou que ça amène pas là où on veut. Par contre, dans un certain nombre d'autres cas, ça va être des envies qui sont plus profondes, qui peuvent être liées à l'histoire ou pas de la personne. Et là, du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est entendable en fonction de l'âge et de la maturité, sans pour autant cautionner tout et n'importe quoi. Et surtout, éviter que la personne ait des pratiques à risque, se mette en danger avec des personnes soit majeures, soit manipulatrices, soit toxiques, et de faire la part des choses entre ce qui est faisable, ce qui est entendable, et ce qui est trop tôt ou dangereux. Pour autant, on peut pas être dans une posture où on va dire non, on va dire c'est pas possible, ça n'existe pas, comme avec des personnes qui vont consommer différentes substances. Si on se pose directement en un non trop ferme et trop carré, la personne va plus nous faire confiance, va plus nous en parler. Ça va pas dire que la personne va cesser de pratiquer ou cesser d'avoir ces fantasmes ou cesser d'avoir ces idées-là, mais juste n'en parlera plus, et ou en parlera à quelqu'un qui sera peut-être moins bienveillant. Donc, il faut accueillir ce truc-là, il faut l'aborder, il faut le déplier, hein. J'aime bien le mot expliquer. Expliquer, ça veut dire déplier, étymologiquement. On va déplier ce qui se passe, voir ce qu'il y a, et puis dire, ça, c'est risqué, mais ça peut s'entendre, ça, c'est mort. Et faire des choses comme ça. Et faire la part des choses comme ça. Voilà. Après, mais c'est vrai pour les pratiques BDSM, comme c'est vrai pour presque tout, en fait. Pour la sexualité, pour la prise de substances, pour un peu tout. Il faut trouver à chaque fois ce juste milieu entre je suis là pour écouter, pour accueillir et pour guider, et en même temps, pour pas accepter tout et n'importe quoi, ni juger trop. C'est trouver l'équilibre. C'est vrai que la question du jugement en tant que thérapeute, elle est primordiale, et la supervision, qui est une activité professionnelle axée sur l'évaluation, sur l'amélioration et sur le développement des connaissances, des comportements des personnes supervisées dans l'exercice de la profession, me semble primordiale. Qu'est-ce que toi tu peux en dire ? En fait, donc, je travaille en supervision ou en analyse de pratique avec d'autres professionnels. Je trouve que les deux finalement se recoupent beaucoup, parce qu'on va aller simplement observer la pratique du ou des professionnels en disant il s'est passé telle chose avec telle personne, je suis en réflexion sur tel truc, ou voilà. Typiquement, on va avoir une thérapeute qui va être troublée parce que des fantasmes masochistes chez ses patients la renvoient à ses propres fantasmes, et du coup ne sait pas si elle est en train de gérer le patient, de se gérer elle-même. Là, du coup, on va dire c'est simple, il faut réfléchir, il faut aller prendre un peu de distance. Toi, t'en es où par rapport à tes fantasmes? Est-ce que t'es au clair avec ça? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est acceptable? Ça ne concerne pas ta patiente. Ta patiente, en quoi c'est différent? Quelles sont les dynamiques? Quelle est son histoire? Et bien montrer les différences et replacer un petit peu le cadre justement entre dans la relation thérapeutique entre le thérapeute et la patiente. D'avoir cette distance-là qui est le plus juste possible, ni trop loin, ni trop proche. En Gestalt, on parle beaucoup du je-tu. Alors moi, j'ai tendance à vouvoyer mes patients, ou quand je les tutoie, je recommence à les vouvoyer quand je pose des questions embêtantes. Ça me donne une distance que j'aime bien, mais je fais pas exprès. Donc je revouvoie. Mais en Gestalt, on parle du je-tu, et en fait, on va utiliser la relation qu'on a avec le ou la patiente comme levier, un petit peu, pour faire travailler la patiente. Et ce levier-là,
il doit être, alors, chaque thérapeute a son style et sa manière de faire, mais c'est l'alliance thérapeutique en fait, c'est la relation, la dynamique qu'il y a entre ces deux personnes-là. Et il faut pas se leurrer, c'est une vraie dynamique relationnelle. C'est pas un couple, c'est pas une amitié, c'est pas quelque chose de fraternel, c'est pas du mentorat, c'est une relation thérapeutique, c'est autre chose. Mais c'est une relation entre deux humains. Et plus on est sincère, plus on est clair sur qui on est, plus l'autre est prêt à être clair et sincère sur qui elle est. Et là, on peut commencer à travailler. Et être sincère, je pense que c'est la base du travail dans le cadre, en tout cas pour moi, parce que ça permet de pas être bloqué. Quand on a une place de thérapeute, j'ai un patient il y a pas très longtemps que j'ai croisé et qui me disait pendant la première séance, j'avais dit un truc qu'il avait touché un peu trop, qu'il avait un peu trop secoué. Et il avait abordé le sujet à la séance suivante, en disant la dernière fois, vous avez dit ça, c'était dur pour moi, j'ai failli pas revenir et tout. Et moi j'ai dit je m'excuse en fait, je suis désolé, je voulais pas provoquer ça chez vous. Parfois je peux être un peu rentre dedans, faut pas hésiter à me le dire, il y a pas de problème. Et le fait que moi je m'excuse en tant que personne thérapeute étant censé savoir machin, ça a vachement facilité la relation parce que du coup, je suis sorti d'une espèce de tour d'ivoire de personnes sachant tout à non, je suis un humain, je suis là pour t'aider, des fois je me plante, des fois je réussis, et on est là ensemble pour bosser ensemble. J'ai des compétences, mais la personne qui se connaît le mieux, c'est vous-même, quoi. Donc, on est là pour ça. Je sais plus pourquoi je suis arrivé sur l'alliance thérapeutique, mais c'est un élément hyper important de la relation. C'est très bien que tu reposes ce cadre-là parce que beaucoup ont tendance à hiérarchiser, je trouve, la relation entre thérapeute et le patient-patiente, alors qu'en réalité, nous sommes tous des êtres humains et tous les thérapeutes, tous les psys n'ont pas le discours que toi tu tiens. Discours que je trouve très honorable de reconnaître que nous nous posons des questions, qu'il y ait des doutes, qu'il peut y avoir possiblement des erreurs, et c'est justement là qu'intervient la supervision pour accompagner, pour recadrer si besoin, et voire même déconstruire un petit peu ces questions-là. Ouais, d'aller travailler à chaque fois. Les sujets qu'on voit souvent en supervision, très très souvent, ça va être la demande et les résonances. La demande, c'est d'accord, là t'essaies de sauver ton patient sur tel sujet, mais est-ce que c'est ça qu'il t'a demandé ? Et c'est quoi la demande implicite ? C'est quoi la demande explicite ? Implicite-explicite. La demande implicite, on la sait pas toujours tout de suite, mais c'est qu'est-ce que le patient amène sur la table. La demande explicite, c'est c'est quoi la phrase que nous dit le patient ? Il dit, moi je viens vous voir pour ça. On se rend compte des fois que c'est pour autre chose. Mais en tant que personne soignante, on se dit mais en fait il y a rien qui va dans sa vie. On va aller aborder sa maman. Oui, mais la demande elle est pas là encore. Peut-être qu'elle viendra cette demande, mais là, si on commence à rentrer dans une porte qu'on nous a pas demandé, on n'est pas forcément pertinent, on est parfois à côté. Donc voilà, on navigue entre ce truc-là. Et les résonances, quand je parle de résonance, ça va être en quoi le vécu ou l'histoire ou quelque chose de la patiente vient faire résonner quelque chose chez nous et où du coup on n'est plus si clair que ça sur notre propre histoire et qu'est-ce qu'on met nous sur la table de l'alliance thérapeutique. Donc, il faut être au clair avec ça. Et c'est surtout ça qu'on revoit. Après, il y a toutes les questions, évidemment, d'analyse de pratique en supervision, toutes les questions techniques de la sexualité, de la physiologie, des fantasmes, tout ce qui doit s'articuler, entre guillemets, normalement, dans la sexualité ou dans les différents sujets qu'on aborde. Mais voilà, la question de la demande et la question des résonances, c'est tellement clé, tellement important. Je vais te poser une dernière question dont on a déjà parlé en privé. C'est une question qui revient souvent lorsque je parle du BDSMK et surtout qu'on peut voir en filigrane, je trouve, sur les réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce que toi tu peux dire à ces personnes qui ont du mal à dissocier fantasme de réalité ?
Alors, je pense que c'est important de commencer par essayer de définir un peu la notion de fantasme. On va partir simplement d'une image que j'aime bien. Un fantasme, c'est dans l'imaginaire, c'est dans la tête. C'est pas dans la réalité, c'est que dans la tête. Et c'est une zone érogène psychologique. C'est quelque chose qui va nous provoquer de la libido, nous provoquer de l'excitation. Quand je parle de libido ou de l'excitation, c'est pas forcément génital. C'est un état d'excitation, d'intérêt. C'est pour ça que le BDSMK n'est pas forcément sexuel, génital, mais il est presque toujours libidinal, érotique. Ça se recoupe, c'est pas forcément exactement la même chose. Donc voilà, le fantasme, c'est ça. Et ça vient se créer en général au cours de la vie, mais dans les premières années, il y a des fenêtres de tir où on sait que les fantasmes ont tendance à se créer. Quand il y a des franchissements, c'est pas forcément des tabous négatifs, mais des franchissements de tabous, de règles, de normes, de représentations liées à l'affectif. Par exemple, le fait de caresser les pieds, de sentir une odeur, d'être témoin d'une scène, sans que ce soit quelque chose de grave, peut marquer l'inconscient. Ça peut d'ailleurs être une scène de film, c'est même pas forcément la réalité. Peut marquer l'inconscient à un moment où on est particulièrement sensible et créer un peu. J'aime bien l'image comme un petit grain de sable dans l'huître du cerveau en développement et de la nacre qui va se créer autour. Et c'est cette petite perle qui va devenir un fantasme. Et ce fantasme-là, on va l'avoir toute notre vie. Il va se développer, il va parfois se complexifier, il va se modifier en fonction de comment on agglomère les choses. Mais voilà. Et on ne vit jamais un fantasme. On peut s'en rapprocher, on peut créer des scènes ou créer des événements qui se rapprochent, mais avant tout, le fantasme, c'est dans la tête. Et c'est ça qui va nous créer cette excitation. Donc, c'est une bulle. Et cette bulle-là, elle est magique. Il y a des règles qui sont propres à cette bulle-là. Ce ne sont pas les règles du vrai monde, ce sont les règles de cette bulle. Dans ce fantasme-là, qu'est-ce qu'on peut croiser? Il y a des gens qui ont, par exemple, un fantasme des femmes géantes, des femmes très grandes. Mais je ne parle pas des femmes qui feraient 2 mètres. Il y a des gens qui ont un fantasme des femmes qui feraient 40 mètres. Ça n'existe pas dans le vrai monde, mais c'est un fantasme. Et donc, dans la réalité, ce ne sera jamais réalisable tel quel, mais on pourra, qui sont beaucoup plus acceptables et beaucoup plus proches de la réalité. Et là, la frontière, elle devient floue. On ne sait plus si on est dans le fantasme ou dans la réalité. Et là, ça peut devenir parfois problématique quand on ne fait plus la différence. Surtout qu'on peut étirer cette bulle de fantasme jusqu'à en faire presque toute sa vie. Je prends souvent l'exemple des arts martiaux, parce que les arts martiaux, c'est quelque chose qui est très proche des pratiques BDSMK. C'est-à-dire qu'on se bagarre, au sens, j'infantilise ça, mais on fait du combat, on fait un art martial. C'est codifié, il y a un début, il y a une fin, il y a un lieu, il y a une tenue, il y a un protocole, il y a une hiérarchie, il y a tout un ensemble de codes. Et on peut y dédier sa vie, on peut aimer intensément un art martial, on peut le vivre au quotidien, on peut méditer dans son art martial, on peut pratiquer chez soi, on peut s'entraîner, on peut aller à des conventions, on peut aller à des compétitions. Ça peut prendre une place énorme dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que dans la rue, on va se promener avec son katana et décapiter le premier mec qui nous saoule. Non. Eh ben, le fantasme, c'est pareil. On peut aimer très fort notre fantasme, lui donner une place immense dans notre vie, c'est peut-être ce qui est de plus pur en nous, de plus sincère aussi, peut-être, mais c'est pas le vrai monde. C'est une bulle. Moi, j'appelle ça la diégèse. La diégèse, pourquoi? Parce que la diégèse, dans le monde du théâtre, du cinéma, c'est l'univers de l'histoire, avec ses propres règles, sa propre logique, et qui est séparé du reste de l'histoire. Donc, ça nous permet de suspendre un certain nombre de règles, de crédulité, de choses comme ça. On va aller s'autoriser un certain nombre de choses qui ont un début et une fin. Et comme on a du mal parfois à sortir du fantasme pour revenir à la réalité, vous en aviez parlé dans un autre épisode du podcast plusieurs fois, il y a la question de l'aftercare. Il y a le précare et il y a l'aftercare dans le BDSMK. Et j'aime bien parce que c'est le début et la fin de séance.
comme dans un art martial, il y a un début, on salue, il y a un début et à la fin, on se salue aussi. Ce qui veut pas dire qu'on s'entraîne pas entre les séances, mais voilà. Donc le précaire, c'est le début. On va aller vérifier si physiquement, physiologiquement, on est prêt à pratiquer, on est dans un bon état d'esprit, on est émotionnellement capable de consentir déjà et de vivre des choses intenses. Et l'aftercare, c'est, on se rassure, on dit mais t'inquiète pas, tu n'es pas un monstre, tu es aimé, tu mérites d'être aimé, tes désirs sont acceptables, tes fantasmes c'est normal, tu as le droit de ressentir du plaisir, tu n'es pas horrible, tu es une belle personne. On peut dire des mots d'amour s'il y en a de l'amour. Il y a toujours de l'amour, je trouve, quelque part, mais on n'est pas toujours amoureux. Mais il y a toujours quelque chose de très fort à ce moment-là. Et donc ça, c'est l'aftercare. Et même dans l'aftercare, parfois, on peut, en même temps ou après, faire un débrief, de dire ça c'était bien, ça c'était moins bien, on pourrait tenter ça une autre fois, réajuster. Et en Gestalt, on va parler d'assimilation à la fin de ce genre de cycle. Il y a le cycle de Gell-Mann aussi en sexologie, c'est de la phase de... j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Il y a une phase à la fin où on va aller tirer les leçons de l'expérience, on va aller prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé, et on va revenir à un état normal, à un état basique. Et donc, on va aller absorber ce qui s'est passé, prendre cette distance-là. Et donc, on va sortir du fantasme à ce moment-là, et on va se réajuster avec la réalité. Et revenir dans son corps. Des fois, on a été beaucoup dans son corps aussi, mais de revenir dans un corps. C'est la fin de ce podcast. Antoine, quel est ton mot de la fin ? De manière générale, j'aime quand on rencontre des personnes, qu'on commence à pratiquer dans le BDSMK, un test qui je trouve intéressant par rapport aux gens, c'est de voir comment ils réagissent au refus. Comment les gens réagissent au non. Quelqu'un qui réagit très mal à la frustration, qui réagit comme une blessure narcissique, ou comme une remise en question de son autorité ou de sa personne, dès qu'on lui dit non, c'est un beau gros red flag. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est une première chose. Soyez prudents et prudentes par rapport à ça. Quelle que soit l'intensité de votre envie, soyez prudents, ne vous mettez pas en danger. Et si vous le faites, faites-le avec toutes les cartes nécessaires pour que ça se passe le mieux possible. Le BDSMK, s'il fait du bien, s'il construit la personne, s'il l'épanouit, c'est génial. Et c'est un chemin qui peut être très intéressant et très riche et apprendre beaucoup sur soi. Par contre, parfois, on a des pulsions destructrices. On a des envies qui sont pas forcément bonnes pour nous. C'est pas forcément le plus sain ou le plus éclairé. Et que du coup, on va aller vers des pratiques qui vont nous détruire et nous abîmer psychologiquement et physiquement. Et là, par contre, il faut être prudent. Il faut avoir assez de recul pour faire la part des choses. Si vous êtes capable d'avoir le recul entre boire un verre de vin ou boire un plan en soirée pour vous amuser et c'est cool et ça construit quelque chose, c'est chouette. Et quand vous buvez trop ou mal et que vous vous abîmez, c'est la même chose. Le BDSMK, il n'est pas génial par défaut, il n'est pas horrible par défaut. Les sexualités, c'est pareil. La question, c'est ce que vous en faites et qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà. Merci Antoine et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Scene Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sceneedensublime.com pour prendre rendez-vous.